Donc je vous laisse avec David, qui va se présenter. Et bonsoir à tous et à toutes. D'abord, merci à Pierre et à CDC de m'avoir invité pour animer cet échange, finalement, sur le thème de l'adolescence et de la sexualité, ou plus exactement de la vie affective et sexuelle des adolescents. Donc, on va commencer, je vais rapidement me présenter. Alors, je suis David Musso, je suis éducateur santé. Je ne suis pas médecin. J'ai un parcours un peu atypique, sociologue de formation, animateur, puis après c'est un début sur la psychopathologie de l'adolescent et récemment un diplôme universitaire sur la santé sexuelle, éducation et conseil en santé sexuelle. Donc voilà, je suis un peu spécialiste de tout ça qui touche à l'adolescence et aussi à la sexualité, et j'interviens dans le cadre d'une association qui s'appelle RESEDA, Réseau d'éducation pour la santé, et en fait j'ai deux missions. J'anime des actions collectives auprès des jeunes, parfois auprès des adultes, mais essentiellement auprès des jeunes, sur les violences, le harcèlement, le bien vivre ensemble, les addictions, mais aussi, depuis presque 18 ans, sur le thème de la sexualité, plus exactement de la vie affective et sexuelle. Voilà. Et j'ai une autre casquette aussi, je suis aussi à la disposition des jeunes et de l'entourage adulte dans le cadre d'un point d'accueil et d'écoute jeunes sur Langon et sur Bazas. À La Réole, il y a mes collègues de la maison des adolescents, et à Langon, il y a Corinne Antérieux, psychologue, et moi-même, voilà, qui sommes sur le point d'accueil et d'écoute jeunes, et je suis sur Bazas. Donc, le point d'accueil et d'écoute jeunes, c'est un lieu où on peut venir parler, un lieu gratuit, confidentiel, pour les 11-25 ans, et aussi pour l'entourage adulte. Donc je reçois régulièrement des jeunes, mais même aussi des parents qui peuvent avoir des questions, des difficultés avec leur adolescent. Voilà. Donc, on va me demander d'intervenir sur ce thème-là, vie affective et sexuelle. Je pense que c'est des adolescents. Moi, je crois que c'est un thème qui suscite énormément de questions quand on est parent, quand on est adolescent aussi. Pourquoi ça suscite beaucoup de questions? L'adolescence, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un adolescent. Par contre, je pense qu'il faut bien comprendre ce qui se passe dans le corps, dans la tête d'un adolescent quand il grandit. Il traverse une période difficile. C'est pas facile, c'est vrai, mais j'aimerais juste dire une chose pour commencer, pour rassurer un petit peu quand même beaucoup d'adultes et de parents. Souvent on parle de l'adolescence comme étant une période très compliquée, que ça va aller très mal. La plupart des adolescents vont bien. La grande majorité des adolescents vont bien. Voilà. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut déjà avoir en tête, contrairement à certaines idées reçues, la plupart des adolescents vont bien. Ceci dit, ils traversent une période qui n'est pas facile. Pourquoi? Déjà, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Je vous écoute. Le changement de corps. Voilà, effectivement, il faut accepter un corps qui change, c'est pas facile. Ce corps avec le phénomène pubertaire qui arrive, effectivement, c'est pas facile. Il faut accepter ce corps qui change, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe aussi à l'adolescence? C'est une période où on doit faire un deuil. Le deuil de l'enfant, hein, le deuil de la toute-puissance infantile, comme disent certains psychiatres. Hein. Le deuil de l'enfance, effectivement, donc ça aussi, c'est faire un deuil, c'est pas facile. Un autre enjeu qui me semble aussi extrêmement important, c'est une période de quête identitaire. L'adolescence, c'est une période où on est en pleine recherche de qui on est finalement, de ce qu'on est, de qui on est. Donc c'est une période où on est en pleine recherche de son identité. C'est pas simple. Donc on se confronte un petit peu aux adultes, on cherche ses limites, on voit jusqu'où on peut aller. Bon voilà, mais ça va durer quelques 3, 4 ans, et puis encore une fois, voilà, dans la plupart des situations, ça va bien se passer.
Et puis aussi, enfin, je crois que ce qui est important, c'est que l'adolescence, c'est l'apparition d'un corps, effectivement, on l'a dit, qui change, pas facile, parce que bon, un petit peu maladroit avec ses grandes jambes, ses grands bras, c'est pas facile de se positionner par rapport aux autres. Mais ce que je veux dire aussi, qui est très important et qui est en lien avec le sujet de ce soir, c'est que l'adolescence, c'est l'apparition d'un corps qui va être génitalisé. C'est-à-dire un corps qui va être capable de passer à l'acte sexuel. Voilà. C'est la grande différence entre l'enfant et l'adolescent. L'enfant peut être amoureux, peut être... voilà, on a plein d'amour. Mon fils, il a 7-8 ans, il est une amoureuse, deux amoureuses parfois, voilà. Donc on peut être très très amoureux parce qu'on est enfant. À l'adolescence aussi, on peut être amoureux, mais la différence, c'est qu'on sait qu'on a un corps qui a une capacité physiologique d'avoir un rapport sexuel. On est prêt, en tout cas physiquement, physiologiquement, on est prêt à passer à l'acte sexuel. Et ça suscite énormément de questions, d'inquiétudes, d'angoisse pour un adolescent. Et ces angoisses, ces inquiétudes, elles sont complètement normales. Et du coup, pourquoi on intervient auprès des adolescents? Quand on intervient sur le thème de l'éducation à la vie affective et sexuelle, on est là pour aussi les rassurer et pour essayer de répondre à toutes les questions que les adolescents peuvent, et les adolescentes peuvent se poser par rapport justement à ces premières expériences sexuelles, parce que finalement, quand on parle de sexualité, quand on parle d'adolescence, on va parler de quoi? On va parler des premières expériences sexuelles. Et notamment ce qu'on va appeler la première fois. Moi, j'interviens beaucoup dans les collèges, dans les classes de troisième en général, fois au lycée aussi, mais c'est vrai que voilà, les grandes questions qui se posent, c'est les questions autour de la première expérience sexuelle. Et c'est complètement normal. Et bien sûr que ça suscite des questionnements et des peurs. Et c'est tout à fait normal. Et du coup, en général, moi quand je commence à intervenir auprès des adolescents, moi je leur demande, mais pour vous, la sexualité, ça évoque quoi? Et d'après vous, qu'est-ce que les adolescents et les adolescentes me répondent quand j'interviens avec eux? Qu'est-ce que ça va évoquer, la sexualité? D'après vous? La nudité, déjà. La nudité, ouais. Et puis, moi je leur dis, mais quels sont les mots qui viennent à l'esprit quand on parle de sexualité? L'amour. L'amour. Et puis, un mot qui doit venir en premier. Faire l'amour, effectivement. Et moi je leur dis, mais justement, quand on parle de faire l'amour, alors il y a un mot qui revient très très souvent. Coucher, mais aussi la notion de plaisir. Et ça, c'est, je pense, très très important. Alors ça dépend des groupes. Des fois, il y en a qui me parlent du sida, des risques de grossesse. C'est vrai, parce que pendant des années, on a eu l'habitude de faire une intervention sur la sexualité en parlant du sida. Ce qui est finalement une erreur, parce que finalement, on aborde la sexualité à travers quelque chose à travers la pathologie. Sauf que la sexualité, c'est pas que, bien sûr, on va parler des risques, mais la sexualité, avant d'être un risque, c'est quelque chose qui doit relever de l'agréable et du plaisir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et du coup, pendant des années, on a parlé du sida pour parler de la sexualité. Moi-même, il y a 15 ans, au début des années 90, 2000, c'est vrai que le sida a explosé, enfin, c'était
Et on parlait de sexualité en parlant du sida. Donc pour parler de sexualité, il fallait parler du sida. Bon, on a renversé quand même un petit peu notre façon de voir les choses et de faire. Et aujourd'hui, on met en avant quand même la notion de plaisir, la notion de respect, la notion de consentement. Donc plutôt des choses, on va dire, positives et agréables. Et donc effectivement, quand moi je demande aux adolescents de me dire ce que ça leur évoque, la sexualité, ils vont me dire effectivement le plaisir, le consentement. Bien sûr qu'on va parler des risques, le risque de grossesse, le risque d'IST, d'infection sexuellement transmissible comme le sida, mais on va parler avant tout de choses agréables. Et ils vont parler du rapport sexuel, baiser, coucher, etc. Ils vont utiliser les mots qui leur conviennent, comme une fois on n'est pas là pour juger. Et moi je regarde, oui, mais quand on parle de faire l'amour, il y a une expérience qui va compter plus que les autres. On peut dire, oui, la première fois. Et pourquoi elle compte plus que les autres, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-là, cette première fois? Pourquoi elle est peut-être plus importante que les autres? Tout simplement. D'après vous. C'est un moment de découverte, c'est pas facile, mais il faut bien comprendre que cette première fois, c'est un moment quand même émotionnel très très fort. Et de façon générale, on peut dire que cette première fois, en principe, c'est quelque chose, puisque ça va nous marquer, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas, dont on se souviendra effectivement, même quand on sera plus vieux. On aura certainement oublié deuxième, la troisième, la quatrième. Mais, attention, en principe, je leur dis effectivement, si on a le drame et que c'est un trou noir et qu'on ne se souvient de rien, là, effectivement, il y a des risques. Mais, si ça se passe à peu près bien, si on est prêt, physiquement, et si on est prêt surtout dans sa tête, cette première fois, ça devrait bien se passer, et on en gardera un bon souvenir. Moi, je leur dis en plus, de quitte à avoir un souvenir, exactement, autant essayer de tout faire pour qu'il soit le plus agréable possible. Et du coup, ma question c'est, justement, comment faire pour que ce soit le plus agréable possible? En fait, comment essayer de faire pour que ce soit un bon souvenir, tout simplement, pour que ce soit une expérience agréable. Parce que l'idée, c'est que si ça se passe bien, en général, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et c'est quand même ça qu'on recherche, dans quelque chose qui va être du plaisir. Voilà. Alors, bien sûr que les filles, elles vont dire, oui, mais attendez, la première fois, en général, c'est pas terrible. Et puis, elles vont même dire, nous les filles, pour nous les filles, la première fois, c'est quoi la question? Est-ce que ça fait mal? Ça c'est. Mais j'allais dire, ça fait des années que j'aimerais. Voilà. La question qui revient toujours chez les filles, quand elles se sentent à l'aise pour parler, pour poser des questions, cette question-là, nous les filles, ça fait mal. Moi j'en dis simplement, attention, bien sûr, je ne dis pas que la réponse ça fait pas mal, je dis simplement que normalement, c'est pas fait par tout le monde. Mais pour ça, il faut être prêt, bien sûr, physiologiquement, mais surtout prêt aussi dans sa tête. Et ça veut dire quoi? Être prêt dans son corps, être prêt dans sa tête. Et c'est de ça dont on va parler. D'ailleurs, la question que je leur pose, elle est très simple. Je lui dis, ben voilà, vous êtes d'accord? Et en général, ils sont tous d'accord. Je leur dis, ben, on va réfléchir ensemble. Comment faire pour que ça se passe bien la première fois? Quelles sont les conditions qu'il faut essayer de réunir pour que ça se passe bien la première fois? Et là, ben, on se met à réfléchir. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faut? En partant du début. La première chose qu'il faut, ça va être quoi? On n'a pas envie. Mais même avant d'en avoir envie, qu'est-ce qu'il faut tout simplement faire? Le partenaire. Voilà. Au moins être deux. Puis parce que je leur dis, parce que tout seul, c'est bon. Et là, on parle de quoi? Parce que je me dis, tout seul, c'est possible aussi d'avoir du plaisir. Et là, de quoi on va parler? De la masturbation. Et je pense que c'est important aussi d'ouvrir une parenthèse sur ça. Parler de la masturbation. Parce que très souvent, on s'aperçoit
de quoi? Bonsoir. Quand on parle de masturbation auprès des adolescents, on s'aperçoit que finalement, les garçons sont beaucoup plus à l'aise que les filles. Est-ce que vous savez pourquoi? Les garçons n'aiment pas trop le genre par rapport à la masturbation. Les filles, sauf que moi je leur dis, la masturbation, ça a quelle fonction? Ça a deux objectifs, la masturbation, ça. L'objectif, c'est de donner du plaisir. Le deuxième objectif, c'est exactement apprendre à bien connaître, à mieux connaître son corps, à mieux savoir comment son corps il fonctionne. Sauf que, moi je crois que les garçons comme les filles ont le droit de se donner du plaisir, les garçons comme les filles ont le droit de mieux connaître leur corps. Et donc du coup, oui, pourquoi les garçons sont souvent plus à l'aise? En fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est presque culturel ou de l'ordre de l'éducation. Mais déjà, enfin, physiologiquement, tout petit, le garçon, tout petit, hein, déjà, lui, quand il baisse les yeux, il voit son pénis, il voit son sexe, alors que la fille, elle voit rien. Et tout petit, alors, où ça peut aller? Tout petit, finalement, les parents ont appris au petit garçon à tenir son désir, son pénis pour quoi faire. Voilà, par exemple, pour apprendre à se décaloter, pour apprendre à se laver, pour apprendre à se nettoyer, etc. Depuis tout petit, finalement, le garçon il est habitué à toucher son désir. Et puis souvent, ça arrive que le petit garçon, 3-4 ans, va se toucher le zizi devant tout le monde, et là, on va lui dire quoi? On va lui dire, tu as le droit, pas de souci, par contre, tu vas faire ça dans ta chambre. Hein? Ça ne se fait pas dans le soir. Par contre, on peut dire aussi, je trouve que c'est important de dire, c'est Ruffo qui disait ça récemment dans un colloque à Marseille, on peut l'encourager, dire, c'est bien, tu as le droit, c'est bien, tu te donnes du plaisir, par contre, tu vas dans ta chambre parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas en public. Voilà. Donc vous voyez, depuis tout petit, le garçon il est super habitué à son désir, et moi je dis, en rigolant, mais il grandit finalement, sa relation avec son anatomie, son sexe, elle est très facile. Et je dis même, ça me fait marrer en général, finalement il entretient une relation presque amicale avec son fils depuis tout petit, tant et si bien, même que certains, et là c'est eux qui le disent, oui, il y en a même qui leur donnent un prénom, un petit surnom, enfin voilà, donc ça les fait marrer, mais c'est vrai, et ça signifie juste une chose, ça signifie que finalement le garçon il est quand même super à l'aise avec son corps. Est-ce qu'on peut dire ça d'une petite fille? Parce que déjà la petite fille, bon bien sûr, elle ne voit pas comment elle est faite, mais est-ce qu'on lui a appris, la petite fille, à savoir comment elle était faite au niveau de la vulve, au niveau du vagin, du clitoris, etc., du méaille urinaire, enfin, et moi je le vois parfois, il y a encore parfois des adultes qui ne savent pas comment, c'est rare, mais ça peut arriver de voir qu'il y a des adultes qui ne savent pas comment leur corps est fait, des filles, des femmes, je parle. Et c'est vrai que, et parfois j'entends même des parents dire, lorsqu'une petite fille, ben voilà, commence à mettre sa main dans sa poche, elle dit, oh, touche pas, c'est sale. Et là, je me dis, allez, parce que la petite fille, si on dit touche pas, c'est sale. Dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir avec l'idée de le sexe, c'est sale. Si en plus on ne lui parle pas de son corps, de savoir comment elle est faite, parce qu'en plus, et puis à l'adolescence, apparaît un truc aussi. Alors dans sa tête, c'est sale. On ne lui a jamais parlé de ses règles, etc. Et là, c'est sale et en plus apparaissent les règles. À votre avis, est-ce que la relation avec son corps va se faire de façon positive, aussi positive que le garçon? Voilà pourquoi. Alors, attention, les filles n'ont pas cette relation-là, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est parent, je crois que c'est super important d'aider les enfants à tout simplement aimer leur corps. À poser des limites en disant simplement, tu as le droit de toucher, par contre, ça se fait pas en public, dans ta chambre, voilà. Mais en tout cas, essayons en tout cas de ne pas avoir un discours négatif par rapport à la sexualité, parce que quand on grandit, c'est plus compliqué. Et on le voit, la différence entre les filles et les garçons en général.
Voilà, donc je vais faire la parenthèse sur l'inspiration, mais je crois que c'était important d'avoir cette notion-là en tête. Donc, si on revient à la question de quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que ça se passe bien, vous avez raison, il faut déjà se rencontrer. À l'adolescence, effectivement, je disais tout à l'heure que c'est une période de quête identitaire, qui je suis. On se cherche. Mais on cherche, des fois, on se pose des questions sur nos attirances. Effectivement, il y a des garçons qui sont attirés par les filles. Ouais. La majorité, effectivement, c'est l'orientation hétérosexuelle. Mais il y a des garçons qui sont attirés parfois par des garçons. Et l'orientation homosexuelle. Parfois, on est attiré par les deux. La bisexualité. Ça fait partie, effectivement, des orientations sexuelles. Bon, très rarement, il y a des filles et des garçons qui sont attirés ni par les garçons, ni par les filles, sexuellement parlant. C'est plus rare, hein, sur la sexualité, mais c'est quand même plus rare. Mais donc, du coup, on les rassure aussi dans l'idée que on soit attiré par une fille, par un garçon. On a besoin de faire des expériences. Et puis, soit ils vont conforter ce qu'on est, c'est-à-dire hétéro ou homo, mais en tout cas, on va avoir des expériences. Attention, un garçon qui aura une expérience avec un garçon n'est pas forcément homosexuel parce que je me rends compte, c'est pas mon truc finalement, je préfère les filles, ou l'inverse. Donc voilà, l'adolescence c'est aussi une période des expériences. On se cherche, on est en quête identitaire. Il y a toujours ça en tête, on en reparlera tout à l'heure. Si on prend une relation hétérosexuelle, dans la majorité des situations, on peut prendre l'exemple d'une relation homosexuelle, peu importe. Une fois qu'on est deux, enfin une fois qu'on a réussi à se rencontrer, qu'on a réussi à s'embrasser pour la première fois, effectivement, soit ça se passe bien, soit ça se passe moins bien, parce que des fois, le premier baiser peut être parfois un petit peu chaotique, un petit peu, voilà. Il y en a certains qui me disent, ah ouais, non, moi j'étais super déçu, parce que elle embrassait trop mal, il a eu une hygiène dégueulasse, ça puait, enfin bon, voilà, des fois un peu déçu, voilà, ça c'est vrai. Et des fois ça se passe super bien. Mais je leur demande, quand même, est-ce que c'est facile justement quand on a rencontré quelqu'un d'aller vers l'autre pour essayer de séduire, pour essayer de lui faire partager ses sentiments, pour lui dire ce qu'on ressent? Évidemment que non. Et pourquoi non? Tout simplement parce que quand on va vers l'autre, on a toujours peur de prendre un vent, un râteau, effectivement. Et du coup, vous voyez, quand on parle de ça, moi je vais évoquer quelque chose avec eux qui me semble aussi très important. Et bien là, on évoque, quand on prend un râteau, on évoque ce qu'on appelle la déception amoureuse, sentimentale. Alors je vous demande, oui, bien sûr que c'est un exemple de déception, mais il y en a d'autres formes de déception sentimentale. Qu'est-ce qui peut exister comme autre forme de déception sentimentale classique? La rupture, se faire larguer. Et quand on est super amoureux, se faire larguer, c'est la fin, hein, c'est ça. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais c'est ce qu'ils disent, hein. Il y a pire peut-être. La femme qui me trompe. Avec mon meilleur ami. Là, voilà. Alors, vous savez, moi là, j'ouvre une parenthèse. Alors, j'ai ouvert une parenthèse sur la masturbation, mais là, je vais ouvrir une parenthèse sur la déception amoureuse. Et je crois que c'est super important d'en parler parce que, moi, je leur dis, hélas, des déceptions amoureuses, tout le monde rencontre, tout le monde connaîtra ça. Tout le monde. Donc, je connais personne, aucun adulte qui n'a jamais vécu une déception sentimentale. Donc, malheureusement, je suis désolé, peut-être que vous en avez déjà vécu, mais ce qui est sûr, c'est que si vous n'en avez jamais vécu, un jour vous en rencontrez. Et ça peut arriver à tout âge. Voilà. À 90 ans, on peut avoir aussi des déceptions amoureuses. La différence, c'est que quand on a 90 ans, ouais, enfin, en tout cas, on a peut-être un peu d'expérience, et peut-être qu'on arrive à un peu mieux gérer. En principe, hein? Ben, bon, en général, on arrive peut-être, voilà, on a un peu de recul, et du coup, bon, sauf que je suis ado, c'est ma première grosse déception amoureuse. Est-ce que c'est facile à gérer? Non. C'est très très compliqué.
Et je crois qu'il faut faire attention à ne jamais, jamais, jamais sous-estimer la douleur, la souffrance liée à une déception amoureuse. Être très à l'écoute. Pourquoi? Parce que, vous remarquerez, mais c'est un truc un peu banal que je vais dire, mais la douleur, la souffrance, ça va provoquer quoi? C'est ma question. Ouais, mais plus généralement, la souffrance. La violence. Ok. La violence. Exactement. En fait, c'est un cercle vicieux. La souffrance, ça provoque inexorablement de la violence. D'ailleurs, quand je leur dis, hein, tu croises le copain, ton meilleur ami qui sort avec la femme que tu aimais. Ah, mais il est au cimetière. Je lui défonce la tête, je le crève, Et donc je leur dis, voyez bien que cette souffrance, ça provoque une violence terrible. Terrible. C'est normal. Et non, c'est pas normal parce que j'ai pas le droit. Voilà. Donc, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, cette souffrance, elle provoque de la violence. Contre l'autre, parfois contre les autres, parce que tellement je suis mal, je peux être agressif contre même des gens que j'aime bien. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on sait très bien que la loi interdit de la violence contre l'autre, interdit de tuer l'autre, mais on le voit quand même régulièrement. Hein. Les crimes passionnels, c'est quoi? C'est ça. Hein, mais le problème, c'est que quand on est mal, quand on souffre, des fois, c'est pas contre l'autre qu'on va être violent, qu'on va retourner cette violence. C'est contre soi-même. Et la façon la plus extrême de retourner la violence contre soi, c'est mettre faire un séjour. D'ailleurs, statistiquement, en France, tous les jours, il y a à peu près 2 ou 3 jeunes de moins de 25 ans qui se tuent. Et souvent, le facteur déclenchant, je ne dis pas que c'est que ça, mais le facteur déclenchant, c'est la déception amoureuse. C'est pas rien, quand même. Ça, c'est la façon la plus extrême. Pourquoi c'est inacceptable, le suicide chez un jeune, en tout cas chez un jeune, quelqu'un qui se suicide, est-ce qu'il a envie de mourir? Jamais. On va pas mourir, on veut juste arrêter de souffrir. Sauf que la seule solution que j'ai trouvée pour arrêter de souffrir, c'est d'arrêter de vivre. C'est ça qui est terrible. Ça, c'est la façon la plus extrême d'être violent contre le soi, mais il y a d'autres façons de s'auto-détruire. Se scarifier. Hein. Là aussi, c'est pareil. Hein. Quand on se scarifie, on a l'impression que ça nous fait du bien. Et pourquoi on pense que ça fait du bien? C'est ça qui est dingue. Pourquoi j'ai l'impression que ça me fait du bien? Tout simplement, quand j'ai mal là, je pense tellement à cette douleur-là que j'en oublie un petit peu l'autre. Et ça me soulage, sauf qu'évidemment, on se met un peu en danger. Mais taper dans le mur, le mur, il y a pas mal. Hein. Je suis en train de m'autodétruire. Alors, je ne vais pas mourir en tapant dans le mur, par contre, je connais des gens qui sont devenus handicapés à vie. Enfin, le rapport à la nourriture, ça peut être une façon de s'autodétruire aussi. Troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, etc. Mais une façon de s'autodétruire qui peut être très très insidieuse, c'est je me suis fait larguer, tiens, je suis nul. En plus, les copains se foutent de ma gueule, je suis nul. Le problème, c'est qu'à force de se dire qu'on est nul, on est en train de perdre l'estime et donc la confiance. Ça, c'est terrible, parce que plus je perds confiance en moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est ce qui vous aide, vous n'y réfléchissez jamais, à prendre le risque de faire des trucs, d'aller vers les autres, de séduire, de draguer, de faire des... Oui, la confiance, c'est ce qui vous aide finalement à avancer, à prendre ces risques-là. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais enfin, la confiance, ça m'aide à faire les choses. Sauf que, quand je l'ai perdu, cette confiance, non seulement je n'ose pas aller vers les autres, mais au contraire, j'ai plutôt tendance à m'isoler, me renfermer. Et bien évidemment, plus je me renferme, plus je deviens dans un groupe, ce qu'on appelle le souffre-douleur, celui qui en la tête, et plus je perds de ma confiance. Et plus je perds confiance, plus je me renferme. Plus je me renferme, plus je perds ma confiance. Bon, c'est un cercle vicieux qui nous fait glisser petit à petit dans cette maladie, cette pathologie qui s'appelle la dépression. Tout ça. Donc, vous voyez, c'est une façon très très insidieuse de s'autodétruire. Pour fermer la parenthèse sur les déceptions amoureuses. Moi, je vois tout simplement, quand on est mal, quand on souffre, et ça arrivera à tout le monde, retourner la violence contre l'autre ou retourner la violence contre soi, on est d'accord que c'est jamais, jamais la bonne solution. Et que la vraie solution, quand on ne va pas bien, c'est quoi? De réussir à en parler. Sauf qu'ils nous disent quoi? Ils nous disent parler, c'est pas facile. C'est même la chose la plus compliquée. Ils ont raison.
Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on a peur de quoi? Le jugement. Bien sûr, on a peur d'être jugé, on a peur de ne pas être compris, on a peur de ne pas être cru, on a peur de passer pour un faible. Pour les ados, c'est pas facile de parler. Bon, pour les adultes non plus parfois, hein, mais pour les ados, c'est super dur parce qu'ils ont cette peur-là. Moi, j'ai dit, vous avez raison. Sauf que parler, c'est ça la vraie solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir à parler, il faut qu'on arrive à trouver en face de nous les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, mais ça va être qui? Les parents. Et c'est ce qu'ils disent. Mais en même temps, ils disent, ouais, mais moi, je ne veux pas trop parler de mes déceptions amoureuses avec mes parents, c'est compliqué. On peut l'entendre. Donc ça peut être qui? Ouais, la famille élargie, les grands frères, grandes sœurs. Bien sûr. Aujourd'hui, dans un collège, dans un lycée, la personne ressource numéro 1, l'infirmière. L'infirmière. Et j'ai envie de dire n'importe quel adulte, à condition qu'il y ait... Des fois, ça peut être un prof, mais c'est vrai que l'infirmière, soumis de secret professionnel, l'infirmière, c'est son boulot, c'est son métier, c'est d'ailleurs 80% de son métier. C'est un endroit où on peut venir pleurer un bon coup, et quand on sort du bureau de l'infirmière, on a vidé son sac et ça va beaucoup mieux. Mais ça peut être aussi le point d'accueil des coups de jeunes. Il y a des numéros de téléphone, Fils Santé Jeunes. Voilà, on essaie de les aider à repérer des personnes ressources. Et j'ai envie de vous dire, vous, en tant que parent, en tant qu'adulte, vous êtes des personnes ressources numéro 1 aussi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention à ne jamais sous-estimer la douleur liée à une déception amoureuse. Parce que parfois, on entend, oh, mais c'est rien, c'est bon, ça va passer, une de perdue. Ça, je pense que c'est pas le truc. Mais vous voyez, des fois, ça va me faire exprès, mais je crois que c'est important d'être, voilà, attention à la façon dont on est. Alors, voilà, je vais faire la parenthèse sur la déception amoureuse, et du coup, là, leur dire qu'effectivement, une fois qu'on avait rencontré quelqu'un, qu'on n'avait pas pris de râteau, que ça s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de déception, que... J'ai fait un petit sur, voilà, quand ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ressentent finalement quand ils sortent en faire avec la personne la fierté. Et puis, c'est ces expressions-là, les papillons dans le ventre, les frissons quand je suis avec lui ou avec elle, le manque. Et du coup, voilà, des fois ça se passe super bien, on est un petit peu comme dans un petit conte de fées, c'est génial. Et du coup, ça ressemble à quoi ça, ce qu'on vit? Ça ressemble simplement au sentiment amoureux. Je ne sais pas si c'est de l'amour, parce que c'est compliqué de définir ce qu'est l'amour, mais en tout cas, ça ressemble au sentiment amoureux. Et je leur dis, mais vous voyez, quand on est à ce moment-là de la relation, il y a peut-être là un moment où on va avoir envie d'aller plus loin. Et donc du coup, cette envie d'aller plus loin, ça s'appelle tout simplement le désir. Et là, je leur dis, attention, ce désir, il doit être partagé. Très attentif à cette notion de désir partagé. Donc vous voyez, quand on est à ce moment-là de la relation, de l'histoire, ben oui, le désir est là. On sait qu'on va bientôt avoir notre première expérience, mais en même temps qu'il y a ce désir, en même temps qu'il y a cette envie très forte, qu'est-ce qu'ils ressentent aussi? La peur, l'angoisse. Et ça, c'est fondamental. Et je crois que c'est super important d'arriver à comprendre quelles sont les peurs et les angoisses de chacun. Je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, les garçons parlent très volontiers, facilement de leur peur. Alors qu'il y a quelques années, les garçons disaient « bon, non, c'est bon, on a peur de rien ». Aujourd'hui, ils arrivent à plus facilement parler de leur peur. Je remarquais ça avec une infirmière cet après-midi. C'est vrai que les garçons disent « mais ouais, mais nous aussi on a peur ». Alors qu'il y a quelques années, peur de rien. Bon, je percevais que si, des peurs, mais il fallait aller chercher un petit peu. Et du coup, les peurs des filles, ça va être quoi? Donc la peur d'avoir mal, bien sûr, mais la peur de quoi? On a dit, la peur de se dénuder, la peur de se montrer. Et oui, comme disait que le corps d'un adolescent, il change. Pas facile d'accepter ce corps qui change. Il faut du temps avant de pouvoir s'accepter. Donc la peur de se montrer, c'est pas facile parce qu'effectivement, c'est une peur de complexe, donc pas facile de se montrer. La peur de se montrer, la peur d'avoir mal, la peur de quoi aussi? La peur de ne pas savoir faire, d'être maladroit ou maladroite, ouais, tout à fait. Quand on parle des risques. Oui, puisqu'en plus, à l'adolescence, vous savez bien,
le risque, il est quand même très, très, très important. Hein. Les adolescentes, elles sont extrêmement fertiles. Ou la peur des maladies aussi, des infections sexuellement transmissibles. Il y en a qui disent, ouais, puis la peur aussi de se faire choper par les parents aussi. Eh oui, ça c'est vrai que, oh, je ne sais pas pour qui ça va être le plus gênant. Peut-être les deux, hein, mais la peur de se faire choper par les parents. La peur aussi, et c'est une peur qui revient très très souvent, la peur aussi, finalement, de se faire larguer. Une fois que, voilà, il m'a fait croire qu'il m'aimait, en fait, ça c'est une vraie, vraie angoisse. Pire que ça, non seulement de me faire larguer, et qu'il en parle, et qui en fait, une fois qu'il m'a largué sur les réseaux sociaux, on va en parler des réseaux sociaux, ils salissent ma réputation. Moi je dis simplement aux ados, attention, hein, quand vous faites ça, vous mettez l'adolescente en danger de mort. Pourquoi? Parce que quand on salit la réputation, on salit l'identité. Je rappelle que l'adolescence, c'est une période de quête identitaire. Et comme dit M. Pomereau, un adolescent qui est en souffrance identitaire, c'est un adolescent qui va avoir des idées suicidaires. Donc vous voyez, quand on salit la réputation, on salit l'identité, on met l'autre en danger. Juste un truc, je dis, cette fille c'est une salope, je suis puni par la loi, je peux porter plainte. Jusque ça, si moi je reçois une information, une rumeur, ah non, machin c'est une salope, tout ça, je fais suivre à mes potes. Celui qui fait suivre, il est responsable aussi. La loi punit celui qui renvoie la rumeur. Donc il n'y a pas que celui qui peut diffuser la rumeur, celui qui participe à la rumeur est aussi condamnable que celui qui diffuse le premier. Là, je pense que c'est important de le dire aussi. Donc comment arrêter une rumeur? Tout simplement, quand je reçois un message, je mets la poubelle et puis voilà. Ça c'est important aussi de parler des rumeurs, des adolescents, surtout avec les réseaux sociaux. Ça peut aller très 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 vite. Donc vous voyez toutes ces angoisses qu'on évoque. Ah oui, on parle aussi de la peur de saigner. On les rassure quand même en disant quoi? En disant tout simplement que pourquoi elle saignerait? Déjà c'est saigner, c'est un bien grand mot. Il va y avoir une ou deux gouttes de sang. Pourquoi il y aurait une ou deux gouttes de sang? Tout simplement l'hymen, hein, cette membrane qui se situe à l'entrée du vagin. On leur dit tout simplement, mais vous savez, l'hymen, déjà il y a beaucoup de filles qui l'ont plus. Pourquoi? Parce que cet hymen, il a pu se rompre avec certaines pratiques sportives, hein, l'équitation, la gym, etc. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est que finalement cet hymen, il a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que l'hymen, c'est quoi? C'est une sorte de membrane qui se situe à l'entrée du vagin et qui a pour objectif qui avait pour objectif de protéger le vagin, l'entrée du vagin, de toutes les bactéries. Mais ça, c'est quand on était à l'ère Cro-Magnon, quand on vivait nu, sans habits, sans hygiène, etc. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, cet hymen n'a pas servi à rien. Donc du coup, il y a de plus en plus de jeunes filles, des filles qui naissent sans hymen. Donc, l'hymen, il a tendance, finalement, le corps s'adapte à l'évolution humaine, donc du coup, l'hymen, il disparaît. Donc, on les rassure. Et même s'il est présent, dites-vous bien que l'hymen est déjà plus ou moins perforé pour laisser passer le sang des règles, l'hymen, voilà. Et encore une fois, même si c'est une ou deux gouttes, c'est pas une marque de sang. C'est normatif de certaines civilisations. Oui, après, je pense que culturellement, c'est important dans certaines cultures, voilà, mais c'est pas une marque de sang, l'hymen, hein, c'est souvent une ou deux gouttes de sang, c'est tout. Donc on les rassure par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien comprendre quelles sont les peurs qui envahissent finalement la tête des adolescents, parce que finalement, on comprend mieux pourquoi c'est compliqué de passer à l'acte sexuel. Il y a toutes ces peurs-là qui sont là et qui sont tout à fait normales. Et du coup, quand on parle des peurs des filles, après c'est important de parler aussi des peurs des garçons. Quand on réfléchit bien, les peurs des garçons, c'est les mêmes. Alors, ils me disent, ouais, mais nous, on n'a pas peur de perdre l'hymen. D'accord, je suis d'accord. Et puis, ils me disent aussi, ouais, nous, on n'a pas peur de tomber enceinte. Là, je dis, je ne suis pas d'accord. Et je dirais même exactement le contraire. Je pense que le garçon a plus de raisons d'avoir peur d'être papa que la fille d'être maman. Pourquoi? Tout simplement. Pourquoi le garçon a plus de raisons d'avoir peur du risque de grossesse de sa partenaire? D'après vous. Il n'y a pas de contrôle dessus. Il n'y a pas de contrôle dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une jeune fille,
si elle tombe enceinte par accident, elle peut décider d'avorter, elle peut aussi décider de ne pas avorter. Et là, si elle décide de ne pas avorter, le garçon ne peut rien faire. Et j'ai déjà reçu moi, des jeunes hommes, des jeunes garçons très très jeunes qui étaient dans cette situation-là. C'est terrible. Ils sont dans une détresse, imagine bien, absolue. Absolue. Et ça arrive. On est d'accord que normalement ça se fait à deux, un enfant, etc. Mais bon, en tout cas, si elle décide de garder effectivement l'enfant, ben, c'est son choix. C'est son choix. Ben, voilà. À ce titre-là, on évoque aussi le droit à l'IVG, bien sûr, l'interruption volontaire de grossesse, en disant que quand on est mineur, vous savez, on peut faire une IVG sans que les parents soient au courant et sans payer. Tout ça, par exemple, planning familial. Alors, à Langon, ça va être le centre de planification qui se situe à l'hôpital de Langon. Mais voilà, à Langon, il y a le centre de planification. Je rappelle que le délai légal pour pouvoir avorter, c'est 3 mois. Et donc, il y a un centre de planification à l'hôpital de Langon. Mais le centre de planification, c'est aussi un endroit, surtout un endroit, où on peut aller avant, justement, pour avoir une contraception. Pour faire un test de dépistage. Encore pareil, quand on est mineur, c'est gratuit. Ça, c'est important de le savoir, c'est important de le dire. C'est gratuit, et surtout, quand on en parle aux parents, ça va très bien, c'est facile. Mais quand on ne peut pas en parler aux parents, ben voilà, quand on est mineur, on peut aller au centre de planification, c'est gratuit, et on n'a pas besoin de l'autorisation parentale. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Donc on parle du centre de planification, de l'importance du centre de planification. Il faut que les jeunes garçons comme les jeunes filles sachent que il y a des structures comme planning familial ou centre de planification qui existent. Donc les peurs des filles, c'est les mêmes que les garçons, mais en fait, la vraie peur des garçons, c'est surtout quoi? Et oui. Et là, pourquoi ils auraient peur de ne pas être à la hauteur? On va évoquer, je pense que vous y attendiez un petit peu, on va évoquer quoi? Pourquoi le garçon pourrait avoir peur, surtout, de ne pas être à la hauteur, d'après vous? Quelles sont les références souvent des garçons? La pornographie. Eh oui. Parce que, moi, je discute de la pornographie avec les garçons, mais la plupart me disent, on sait que c'est du cinéma. Okay. Il n'empêche que les images porno, les vidéos porno, et on sait qu'à l'adolescence, il y a plus de la moitié des adolescents qui ont déjà vu consommer des images porno. On sait très bien que l'image vient impacter de façon presque frontale, même si on sait que c'est pas... La plupart savent, hein, certains ne savent pas, mais bon. Même si on sait que c'est du cinéma, ça vient impacter quand même un cerveau qui est en pleine construction. Je rappelle juste un truc, le porno, c'est du cinéma entre adultes. C'est pas du cinéma entre adolescents. Et c'est du cinéma surtout qui est interdit au visionnage aux adolescents. C'est moins de 18 ans. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et c'est vrai que finalement, la grande peur des garçons, c'est ça. Et je crois que le porno est venu renforcer ces angoisses-là. Évidemment, dans le porno, on voit la taille des sexes, des acteurs, c'est toujours surdimensionné. Moi, je les rassure en disant que, vous savez, les garçons, dans 80% des cas, la taille du sexe en érection, c'est toujours, à 2 cm près, c'est toujours à peu près pareil. Ils complexent aussi, c'est normal, quand ils sont sous la douche, il faut se rassurer, qu'est-ce qu'ils font, d'après vous? Ils jettent un coup d'œil, hein, pour voir si tout va bien. Jusqu'au jour, ils voient un gars un peu plus... Mais moi, j'en dis, la taille du sexe au repos, ça ne veut rien dire. Et donc, la taille du sexe en érection, c'est toujours à peu près pareil. Bien sûr qu'il y a des exceptions. D'ailleurs, quand on parle d'exceptions, souvent, ils parlent de qui? Vous connaissez? Rocco Siffredi. Alors je sais parce que c'est rigolo parce que souvent ils disent ouais les noirs ils ont des sexes surdimensionnés. Bon voilà, on va faire tomber les clichés, mais regardez quand on parle de sexe surdimensionné, on parle souvent de Rocco Siffredi. Que je sache, Rocco Siffredi, il n'est pas noir. Hein,
Ouais. Et encore une fois, c'est une exception. Voilà. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que c'est. Voilà. Il ne représente pas. Il ne représente pas, voilà, la taille moyenne du sexe en érection. Ça fait partie des exceptions. Donc déjà, on est rassuré par rapport à ça. Et après, ils disent, ouais, mais les mecs sont super forts quand même. Bien sûr, c'est du cinéma, c'est du montage, c'est des prises de vue, c'est du remontage, c'est du montage. Et finalement, parce que moi je leur demande, mais c'est quoi votre vraie peur là? Ils me disent, ben, déjà la peur qu'au moment de passer à l'acte, qu'est-ce qui se passe? La panne sexuelle. Alors ils me disent l'impuissance. Non. Je leur dis, physiologiquement, ça fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, ils rigolent quand je leur dis, bon, c'est très bien que le matin, quand vous vous levez, hein, vous êtes en érection. Oh ouais, c'est vrai, d'ailleurs, c'est gênant. Hein. Et je leur dis, ben, le soir, quand vous rêvez dans votre lit, vous êtes tendu. Ah, vous êtes en érection. Oh ouais, c'est vrai. Donc, ils commencent à rigoler. Et je leur dis même des fois en cours de maths, oh putain, oui, c'est vrai. Et je dis vite, des fois, vous avez des érections, même dans des endroits où vous aimeriez ne pas être en érection. Comme où, par exemple, piscine. C'est super gênant. Tu sors de l'eau, non, non, je vais rester un petit peu, elle est super bonne, voilà. Donc, voilà. Mais genre, vous voyez, il n'y a pas de problème. Au niveau de physiologiquement, ça fonctionne. Par contre, effectivement, la panne, ça peut vous arriver. Et ça peut vous arriver à votre âge. Et là, je vois bien que certains, hein, ouais, c'est vrai, parce que pourquoi? Et en plus, je leur dis, en plus, ça pourrait arriver au moment, justement, où on est super amoureux. C'est ça qui est paradoxal. Tout simplement parce que quand on est super amoureux, on se dit, oh, putain, il faut que je sois bon là. Donc, exactement, je suis en train de me mettre la pression, le stress. Sauf que 99% de la sexualité, ça se passe où? Donc, effectivement, le garçon qui se met trop de stress, et voilà, je leur dis trop de pression, et ils me disent, tu la pression, mais c'est exactement ça. Donc, vous voyez que c'est pas un problème. Il faut les rassurer, c'est pas un problème physiologique, c'est juste que je me mets trop le stress. Et donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme angoisse aussi? Alors la peur de la panne, c'est vrai, et la peur que ça parte trop vite, la peur déjà d'éjaculer trop vite, et évidemment, ça c'est une angoisse. Ah ouais, parce que les mecs dans le porno, non, mais encore une fois, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Dites-vous bien, les adolescents, votre première fois, vous ne maîtrisez pas bien votre excitation, votre désir, bien sûr que ça risque. Vous risquez de l'épeler rapidement. Et bien sûr que ça peut vous mettre dans une situation un petit peu délicate, mais les premières fois, dites-vous bien que c'est pas grave, c'est normal. Parce que ça y est, il se catalogue toujours, enfin, tout de suite, ça y est, j'ai un problème, je suis éjaculateur précoce, il se met des troubles déjà qui n'existent pas. Mais voilà, donc non, c'est normal, il faut les rassurer. Les premières fois, on ne maîtrise pas bien notre désir, donc effectivement, c'est normal. Ah ouais, d'accord, ok, c'est super important de les rassurer par rapport à ça. Parce que sinon, le problème c'est que si je me mets des troubles qui n'existent pas, je vais anticiper de façon négative les fois d'après. Donc bien sûr, qu'est-ce qui va se passer les fois d'après? Ça va être la catastrophe. Donc il faut vraiment les rassurer. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, les peurs des filles, comme les garçons, on peut même dire que les garçons, ils ont presque plus peur que les filles. Sauf que c'est vrai que pour eux, c'est compliqué de parler de ces peurs-là. Mais il faut juste les rassurer en disant que les peurs, chez les hommes comme chez les autres, elles sont complètement normales. Et moi, je leur dis, mais du coup, quand on a peur, quand on angoisse, est-ce que cette première fois, parce que je reviens sur ma question de départ, si on est angoissés tous les deux, est-ce que ça va bien se passer? Non. Si on est stressé, si on est angoissé, ça ne va pas bien se passer, c'est clair. Donc moi je leur dis, mais ces peurs, il faut les faire disparaître. Et comment on va les faire disparaître? Tout simplement. En en parlant avec l'autre. Parce que l'autre, il va m'écouter et il va me rassurer. Et à mon tour, je vais pouvoir parler de mes peurs, et à mon tour, l'autre va me rassurer, et on va se rassurer mutuellement. Sauf qu'il me dit, ouais, non, mais attendez, c'est pas facile de parler de nos peurs les plus intimes. Ouais, c'est pas facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir à parler, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait entre les deux? Ben, tout simplement de la confiance. Et vous voyez, tout ce fil conducteur pour aborder quoi? Pour aborder finalement la confiance en l'autre. Moi, je leur dis, la confiance, elle ne s'installe pas du jour au lendemain. Elle met du temps. Elle
se gagne. Elle se gagne à travers l'épreuve. Elle se gagne petit à petit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand la confiance est là, quand la complicité est là, quand on est bien avec l'autre, qu'on a pu parler de nos peurs les plus intimes, etc., et qu'on se sent rassuré mutuellement, et bien là, à ce moment-là, on peut dire une chose très simple, ben ça y est. Exactement. À la fois dans son corps et à la fois dans sa tête. Après, on va parler des préliminaires, ce que c'est, ce que n'est, et ce que ce n'est pas. Parce que souvent, bien sûr, encore une fois, la référence au porno. Ah ben, les filles, tu sais, c'est obligatoire. Hein. Bon. Encore une fois, c'est du porno pour adultes. Et c'est des adultes qui jouent. Et les premières fois, je ne suis pas sûr qu'une jeune fille, elle a envie de faire une fellation, etc. Je ne suis pas sûr qu'elle a envie de lécher, sucer, je sais, sur les premières expériences sexuelles. Et du coup, c'est super important de leur dire, ben, ils le savent à peu près, mais encore une fois, c'est important de les rassurer, de dire, ben, ce qui est important finalement, dans les préliminaires, parce que la base des préliminaires, c'est s'embrasser, se caresser, on est d'accord. Mais toujours pareil, en étant toujours à l'écoute du désir de l'autre. Je crois que le fil conducteur, vous voyez, c'est ça. Être toujours à l'écoute du désir de l'autre. Être dans le consentement. Je crois que c'est ça le fil conducteur qu'il faut bien voir en tête. Et donc, bien sûr que les préliminaires, c'est super important parce que ça permet de se préparer, ça permet de faciliter après la pénétration. Mais encore une fois, même si la pénétration, on voit un rapport sexuel, moi je dis toujours, attention, à tout moment de la relation, même au dernier moment, on a toujours le droit de dire non. Si on veut. Voilà. Et l'autre a juste le devoir de respecter. Parce que si je prends de viol, si je prends de force, ça s'appelle, vous savez, du viol. Et le viol, dans la loi, c'est un crime. Et je dis, même quand ça fait un mois qu'on est avec ce partenaire, 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, à tout moment de la relation, on a le droit de dire non parce que, tout simplement, notre corps nous appartient. Qu'on soit en couple ou pas. Et il n'appartient qu'à nous. Et ça, je pense que c'est un message super important. Parce que souvent, les jeunes filles disent, ouais, mais toutes mes copines l'ont fait. Oui, mais on va le faire pourquoi? Il faut faire comme mes copines. On va le faire parce que mon copain veut. Non, on le fait parce qu'on se sent prêt, à la fois dans son corps, dans sa tête, et parce qu'on en a envie. C'est vraiment ça le message essentiel qu'il faut essayer de faire passer aux adolescents. Le respect de l'autre, le respect de l'autre, le respect de soi, le consentement mutuel, le désir mutuel, le besoin d'être rassuré, la confiance. Donc je crois que si on arrive à faire passer ça comme message à nos adolescents, ça devrait bien se passer. Et si ça se passe dans ces conditions, ben oui. En principe, cette première fois, ça devrait bien se passer.